Israël, Gaza, l'affrontement de deux tragédies depuis les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël. C'est toute l'histoire du conflit israélo-palestinien qui se rejoue en accéléré. Alors dans ce contexte, un cessez-le-feu est-il encore possible à défaut de reparler de paix un jour? Décryptage avec nos invités. Benoît Cristal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter pour TF1 et LCI, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem. Gallagher Fenwick, bienvenue également. Vous avez, vous aussi, été correspondant à Jérusalem. Vous avez couvert ce conflit israélo-palestinien pendant de nombreuses années et vous êtes aujourd'hui éditorialiste de politique internationale. Et tous les deux, vous publiez ce livre riche en témoignages. 7 octobre 2023, Israël, Gaza, l'affrontement des tragédies, c'est aux éditions du Rocher. On commence avec vous, Gallagher Fenwick. L'ampleur des tragédies en cours permet de comprendre le traumatisme de part et d'autre. C'est Vincent Lemire qui le rappelait dans le journal Le Monde. Si on ramène à l'échelle de la France, c'est comme si 1200 Israéliens avaient été tués en une seule journée le 7 octobre et plus de 700 000 Palestiniens en 3 mois. 24 000 Palestiniens tués à ce jour, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. C'est ce qui montre aussi l'ampleur de la tragédie et la manière dont elle est vécue par les deux peuples. Voilà, cette comparaison, donc 1200 Israéliens, ça donnerait un petit peu moins de 10 000 Français. Ouais. Et puis, pareillement, quand on rapporte ça à la population du pays, ça donnerait effectivement 700 000 victimes du côté palestinien. Ça donne, si vous voulez, même si comparaison n'est pas raison, ça permet à celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas nécessairement conscience de l'ampleur, comme vous le dites, de la tragédie, les proportions qu'elle a effectivement prises dans un temps très réduit. Et le nombre de familles endeuillées. Absolument, on parle de 100 jours de guerre, on parle de quantité de bombes industrielles déversées sur un tout petit territoire. On compare cela à Nagasaki, Hiroshima ou encore tout ce que les États-Unis ont utilisé en Irak pendant 6 ans. Il y a plein de comparaisons comme cela. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou avait dit le 7 octobre pour Israël, c'est Pearl Harbor pour les États-Unis. Oui. On connaît la réponse de Pearl Harbor. Oui, la bombe nucléaire. Et effectivement, c'est une comparaison qui est frappante parce qu'elle dit la violence de ce qui a été ressenti par les Israéliens, profondément meurtris par des attaques terroristes, et derrière une réaction qui est mue par un désir de revanche, de vengeance, mais quand même au service d'un rétablissement, à la fois de la dissuasion et de la sécurité. Deux choses dont les Israéliens estiment qu'elles ont été très sévèrement endommagées, voire perdues. Benoît Cristal, il y a deux mots qui interpellent quand on ouvre votre livre, tout là-haut en surtitre sur les pages, pas tout au long du livre, mais tout de même, et qui apparaissent pogrom et Nakba, deux mots qui résument au fond ces deux tragédies dont vous nous parlez dans ce livre. Mais pour nous, c'était un incontournable. On voulait faire parler les témoins au-delà des 30-40 secondes de sonore qu'on entend souvent à la télévision. On voulait comprendre leur histoire. Donc le pogrom, on le comprend tout de suite quand on écoute les témoignages des Israéliens. Par rapport à votre question d'avant, souvent, ce livre il permet aussi de comprendre pourquoi les Israéliens sont restés, se sont arrêtés sur le 7 octobre et ils n'ont pas beaucoup bougé mentalement depuis. Si vous regardez les médias israéliens, ils sont encore en train de développer chaque détail du 7 octobre. C'est vraiment un traumatisme historique. Et puis la Nakba, on le sait très bien, c'est 1948 pour les Palestiniens. Et pour beaucoup, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. On s'est demandé à un moment, vous l'avez dit vous-même sur votre antenne, on s'est demandé si Israël n'avait pas pour projet de vider la bande de Gaza. Ce serait une deuxième Nakba. Mais certains en ont vécu une petite Nakba en quittant leur maison à Gaza. Ils se retrouvent aujourd'hui à Khan Younes. On leur a dit, allez vous mettre à l'abri. Et puis aujourd'hui, il y a les combats à Khan Younes. Alors les pogroms, évidemment, 19e siècle, un pogrom anti-juif survenu en Europe centrale. Le mot Nakba prononcé en arabe, et vous le rappelez dans ce livre, par un ministre, le ministre israélien de l'Agriculture. Ça, c'est une première. Avis dicteur, et ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que les journalistes qui sont en plateau lui demandent à plusieurs reprises s'il veut bien dire ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il le relance en lui disant... Vous publiez cet entretien à l'écrit. Voilà. C'est en direct sur la 12e chaîne, et c'est Avi Dicteur qui est ministre de l'Agriculture, et qui se trouve, et là c'est peut-être encore plus intéressant, être l'ancien patron du Shin Bet, donc les services de renseignement intérieur. Et il explique que oui, c'est une Nakba 2023. Les Palestiniens du nord de Gaza qui émigrent vers le sud, qui sont déplacés vers le sachant qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, la sociologie de la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'entre 70 et 80% de la population qui vit dans l'enclave palestinienne sont des réfugiés. D'accord ? Donc ce sont des personnes qui soit ont vécu la Nakba, soit leurs descendants, enfants
petits-enfants. Et donc, c'est ça qui est frappant, si vous voulez, dans ce moment de télévision en direct à la télévision israélienne. C'est ce ministre, donc qui est un personnage de premier rang, qui répète à plusieurs reprises, effectivement, c'est la Nakba de Gaza. Et c'est vrai que ce terme revient beaucoup dans le champ sémantique utilisé par les Palestiniens pour essayer de décrire et de faire comprendre ce qu'ils sont en train de subir et de revivre. Alors, vous avez rencontré des proches d'otages israéliens, des habitants palestiniens de Gaza, médecins, journalistes, photographes, personnalités politiques, ex-ambassadeurs, négociateurs, avec cette volonté de leur donner la parole et de désidérer. La sidération est-elle vraiment partie ? On a évolué nous-mêmes en écrivant ce livre. Quand on entend une pacifiste israélienne nous dire j'ai perdu mes convictions, je crois encore à la paix, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment des partenaires pour ça, nos convictions sont ébranlées. On reste un petit peu sidéré quand même par l'état des deux peuples. Quand on parlait de Nakba à l'instant, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans leur chair pour des Palestiniens. Pour nous, Nakba, c'est un terme historique qu'on voit juste dans les livres d'histoire. En arabe, ça veut dire la catastrophe. Pour eux, ça veut dire les grands-parents qui leur ont dit toute leur enfance, écoute, c'est un pays merveilleux, c'est le lieu des miracles quasiment, tu vas pouvoir y retourner peut-être un jour. Et c'est cet état d'esprit aussi qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a voulu donner la parole avant tout aux acteurs de cette tragédie. Derrière ce terme auquel vous faites référence, celui de désidération, c'est, si vous voulez, au travers de ces témoignages. Donc on donne un espace plus long que celui qui est généralement réservé à des témoins dans des couvertures type actualité, chaîne d'infos en continu. Et on n'est pas non plus dans un temps, si vous voulez, de contextualisation historiographique. Il y a plein de très bons ouvrages pour faire cela. On est dans un temps intermédiaire. Et l'idée de la désidération, c'est en fait de permettre à des gens de déployer leurs pensées, leurs analyses, et de livrer leurs émotions, quelque part, avec plus de temps pour cela. Et ça permet d'aider, de commencer, finalement, à comprendre un peu mieux ce que ces personnes ressentent, et donc d'essayer de sortir de cette sidération, où, si vous voulez, vous êtes confronté à une telle brutalité, à la fois le 7 octobre, les viols, les violences, la torture, la jouissance, l'orgie, si vous voulez, de terreur, et les semaines qui suivent avec, pareillement, une violence militaire invraisemblable qui se déploie dans la bande de Gaza et qui fige quelque part le regard. Et donc permettre à ces personnes de parler, c'est essayer justement d'échapper à ce moment figé afin d'essayer de mieux le cerner. Et j'utilise le terme « essayer » parce que franchement, c'est difficile. Compliqué, ouais. D'autant plus que les victimes de part et d'autre vous disent, d'un côté, les Israéliens disent vous n'insistez pas assez sur le 7 octobre, dont vous venez de rappeler les massacres, et les Palestiniens disent mais vous nous parlez depuis l'invasion russe de l'Ukraine des droits humains, or là, il y a un deux poids deux mesures. Ça, vous l'avez senti de part et d'autre ? Deux poids, deux mesures, c'est quelque chose que quasiment tous les Palestiniens nous ont rétorqué. C'était difficile au début de les faire parler parce qu'ils nous disent que fait votre gouvernement ? Vous nous faites la morale sans arrêt sur les règles démocratiques et puis là, elles sont plus du tout appliquées. Donc, on s'est retrouvé face à ces interlocuteurs. Il fallait les écouter. Quand on veut se décidérer, il faut écouter aussi leurs espoirs. Évidemment, ils ne sont pas eux-mêmes totalement soumis à l'horreur de ce qui leur arrive. Ils ont un espoir pour l'avenir et il faut comprendre quel est ce fil qu'on va pouvoir tirer. Alors pour ça, on a aussi interviewé, parfois on a essayé de limiter les politiques, mais des diplomates ou des anciens militaires qui ont une vision des choses. Et il y a déjà des plans qui sont en train d'être mis en place. Vous avez hier diffusé l'interview du ministre de la Défense israélien pour la première fois. C'était presque un soulagement pour tout le monde. Il a dit que la bande de Gaza devait être administrée par des Palestiniens. Ari Shavit a dit dans Haaretz, il semble que nous ayons dépassé le point du non-retour. C'est quelqu'un que vous auriez pu rencontrer. Il dit Israël ne peut plus, ne peut qu'à une seule solution, c'est de mettre fin à l'occupation, à la colonisation, d'instaurer la paix. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux aujourd'hui ? Non, il ne faut surtout pas dire ça, parce que sinon vous condamnez toute forme d'espoir et vous condamnez beaucoup de gens à la mort en pensant et en disant cela.
Or, tout le monde doit être concentré, si vous voulez, sur effectivement tout ce qui est nécessaire afin de faire advenir quelque chose qui paraît effectivement très évasif. D'abord un cessez-le-feu. Oui, bien sûr, afin de sauver des vies, mais surtout construire une paix qui soit juste et durable. Attention à Haaretz, c'est extrêmement séduisant, je le lis probablement autant que vous. Ça ne reflète pas toujours la pensée, si vous voulez, d'une vaste majorité des Israéliens et des Israéliennes. Ce qui ne veut pas dire, à l'inverse, qu'il ne faut pas le lire. C'est effectivement très intéressant. Ces paroles que vous venez de citer me renvoient en fait à quand même des sources d'espoir qu'il y a dans notre ouvrage, parce qu'il n'y a pas qu'un affrontement, il n'y a pas qu'un fossé. Vous avez parfois des échos très troublants entre des Palestiniens, des Israéliens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais dialogué, mais qui, au travers de notre livre, finalement, rentrent en résonance, justement en faisant partie de ceux qui, malgré tout ce qui est en train de se passer dans la tragédie, continuent de vouloir, de croire et d'œuvrer à la paix de manière très concrète. Et d'ailleurs, vous le dites, la guerre est perdue, le résultat est une indiscutable défaite stratégique, personne n'est vainqueur. En revanche, ceux qui sont perdants, on les connaît. Vous le dites, vous, Benoît Cristal, la majorité des victimes sont des civils comme vous et moi. Là, on est face à un désespoir politique en ce moment quand même. Il faut aussi se rendre compte de ça. Évidemment, les Palestiniens, ils ont un gros problème de leadership. On ne voit pas l'autorité palestinienne arriver derrière un char pour administrer tout d'un coup la bande de Gaza. Il n'y a plus d'autorité légitime en fait. Donc d'un côté une extrême droite dans le gouvernement israélien, de l'autre Hamas qui a un gain politique énorme depuis ce qui s'est passé chez les Palestiniens. Et certains pensent déjà à créer un Hamas bis, un parti islamiste qui serait modéré. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Les Palestiniens ne se sentent pas du tout représentés, ni par le Hamas, ni par l'autorité palestinienne. Il n'y a plus d'élections. Et puis côté israélien, ça commence à bouger, mais on sait qu'il va y avoir des élections anticipées tôt ou tard. La guerre, évidemment, ne va pas résoudre ce conflit. Donc il va falloir un plan politique. Et les Israéliens sont, on le voit dans ce livre, ils sont tous déstabilisés, aussi bien dans le camp de la paix que à droite. Ça n'a pas marché. La stratégie de l'ultra-sécurité n'a pas fonctionné. Benoît Cristal, merci beaucoup. Merci Gallagher Fenwick également, je le rappelle. 7 octobre 2023, Israël-Gaza, l'affrontement des tragédies. C'est aux éditions du Rocher, vraiment à lire si vous souhaitez avoir des témoignages concrets et directs, et vous le disiez, où les personnes concernées prennent le temps de s'exprimer. Voilà donc pour cet ouvrage. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.